Bienvenue au podcast Passion Psy. Nous sommes Marie-Lou et Juliette, vos co-animatrices. Puis aujourd'hui, on a le grand plaisir de recevoir Jacques Forêt, professeur en comportement organisationnel à l'ESG de l'UQAM, psychologue organisationnel, conférencier et conseiller en ressources humaines agréé. Ses travaux, reconnus ici et à l'international, portent principalement sur la motivation, le bien-être et la performance au travail. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, Dr Forêt nous raconte son parcours, ses débuts en sciences de l'activité physique, son virage vers la psychologie du travail des organisations et les expériences qui l'ont mené à devenir une grande figure dans son domaine. On explore aussi ses recherches sur la motivation et la psychologie positive, leurs retombées concrètes dans les organisations et ses réflexions sur la manière dont on peut créer des milieux de travail à la fois performants et humains. Puis enfin, il nous partage des conseils précieux pour les étudiants et les professionnels qui veulent s'épanouir dans leur parcours. Bref, un échange passionnant avec un invité d'exception. Bon épisode! Bonjour, Dr Forêt. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. On est vraiment contente de vous recevoir au Balado. Oui, merci beaucoup. On a vraiment hâte d'échanger avec vous. Puis vous avez tellement un parcours intéressant qui va pouvoir rejoindre beaucoup d'étudiants que je pense que ça va être une très belle discussion aujourd'hui. Excellent. Je suis bien content d'être ici. Merci. Parfait. Bien, on va pouvoir se plonger directement dans la première question. Dans le fond, on voudrait que vous nous résumiez peut-être votre parcours académique, professionnel, comment vous êtes rendu là où vous êtes aujourd'hui. On sait que vous avez accompli tellement de choses. Est-ce que vous pourriez nous donner les moments clés un peu de votre parcours puis donner un peu une idée aux étudiants d'où vous êtes partis? Avec plaisir. Donc, moi, au cégep, j'avais pris sciences nature parce que ça ouvrait des portes. Mm-hmm. Puis dans les cours à option, j'ai pris 4 cours en psycho. Dans le fond, les 4 sessions, j'avais une super prof à l'époque. J'ai pris 4 cours de psychologie, puis ma sœur avait étudié aussi en psychologie. Elle avait fait un bac, une maîtrise. Dans le temps, il y avait une sortie maîtrise. Puis je feuilletais ses livres, je trouvais ça intéressant. Les cours m'interpellaient. Puis j'ai décidé d'aller en psychologie. Mes 2 choix au bac, c'était journalisme ou psychologie. Okay. Puis je trouvais que psychologie, ça ouvrait plus de portes. Donc, j'étais allé en psycho parce que ça ouvrait des portes. J'ai commencé mon bac en psycho en 1995, donc au millénaire dernier. Puis ici à l'UQAM, puis j'ai adoré tous mes cours. La psychologie, ça m'a toujours intéressé. Puis ce qui est le fun avec un bac, c'est qu'on couvre différentes disciplines. Il y avait un cours, je crois qu'il porte encore le même nom, le PSM 4300, sensibilisation aux pratiques de la psychologie. Chaque semaine, on recevait des gens de différents milieux. Domaine militaire, carcéral, communautaire. Ce cours-là m'avait beaucoup marqué. Donc là, j'ai fait mon bac en psycho et après, j'ai décidé d'aller faire ma maîtrise en kinésiologie, en sciences de l'activité physique, parce que je m'intéressais à la psychologie du sport. Donc, je suis allé à l'Université de Montréal avec Claude Sarrazin, qui était psychologue en kinésiologie. Donc, avec Claude, j'ai pu explorer ma passion un peu pour le fonctionnement optimal en sport. J'ai pas de l'air de ça là, avec un prof en gestion, mais je faisais du skateboard puis du snowboard. Wow, donc, c'était mes passions de l'époque. Je continue à suivre des athlètes dans ces discipline-là. Puis, donc, j'ai fait ma maîtrise en psycho du sport. Puis Claude, lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il œuvrait à la fois en sport et en travail, en business. Puis il disait, tu sais, la psycho, c'est comme un couteau suisse. Tu peux faire plein de choses avec ça. Puis le fonctionnement optimal, c'est vrai en sport, c'est vrai au travail. Donc là, je me suis intéressé à la psychologie du travail qui, ironiquement, je savais comme pas trop que ça existait. C'était moins populaire. En tout cas, il y avait moins un courant fort et visible à l'époque. Donc, après ma maîtrise en kinésio, j'ai fait le saut au doc en psycho du travail à l'Université de Montréal. Durant mon doctorat, moi, je croyais que je voulais devenir consultant. Puis ça m'a toujours interpellé, l'aspect business, transactionnel, etc. Puis en même temps, lorsque je suis devenu consultant, pas que ça m'a déplu ou que j'ai pas aimé ça, en même temps, je trouvais que ça manquait l'élément de nutrition mentale, de chercher des trucs. Donc, c'est un peu sur le tard que la recherche m'a vraiment intéressé, entre guillemets, pour des raisons autonomes plutôt que contrôlées. Donc, vers la fin de mon doc, j'ai fait des demandes de bourse au postdoc. J'ai fait des demandes à 3 organismes. J'ai eu une bourse postdoc d'un des 3 organismes. Puis j'ai fait mon postdoc avec Marilène Gagné, qui est pas mal une experte mondiale de la théorie de l'autodétermination appliquée au travail. Dans le temps, elle était à la John Olson School of Business, l'école de business de l'Université Concordia. Donc là, j'ai fait mon postdoc là dans l'optique d'être prof. Puis en 2007, j'ai été embauché ici à l'ESG pour un poste en comportement organisationnel. Donc, dans le fond, au cégep, je m'intéressais à la psycho. J'ai fait psycho parce que ça ouvre des portes. Psycho du sport parce que je m'intéressais à cette population-là pour me rendre compte que d'autres éléments m'interpellent. Doc en psycho, ensuite postdoc
et ensuite prof. Puis là, j'ai atteint ma majorité UQAMienne. Ça fait 18 ans maintenant que je suis prof. Wow! Félicitations! Merci beaucoup. Félicitations. Puis c'est ça mon parcours. Donc vraiment, ce qui m'a toujours interpellé avec la psychologie, c'est la versatilité de la discipline. Et souvent, c'est des éléments qu'on ressent et qu'on peut étudier scientifiquement. Ouais. Un de mes frères est ingénieur, puis il va souvent dire qu'en psychologie, on fait de la science molle. ça me fait rire parce que la science, ça n'a pas de discipline. La science, c'est une manière de développer les connaissances. Oui, la psychologie, c'est comme un poisson qui nous glisse des mains. Tu sais, il y a plusieurs concepts flous. Les gens ne comprennent pas la psychométrie. Les statistiques, c'est comme difficile à comprendre. Puis les gens vont s'imaginer, « Ouais, mais tu ne peux pas vraiment étudier des trucs. » Ben oui, on peut. La psychologie, ça permet de rendre visible ce qui est invisible. Donc, c'est ce qui m'interpelle, moi, en psycho. Puis c'est un peu mon cheminement. Wow! Super beau parcours. Vraiment, je pense que vous avez fait le trajet complet de votre parcours jusqu'à maintenant. Puis c'est le fun de voir que, tu sais, c'était pas toujours linéaire. Tu sais, je pense que c'est quelque chose qui revient de plus en plus. On réalise que on a cette impression-là qu'il faut que notre cheminement soit parfaitement linéaire. Tu sais, il faut qu'on ait tout fait. C'est ça, tu sais, qu'on ait tout fait une étape à la fois dans le bon ordre. Mais finalement, tu sais, on explore à travers notre parcours. Est-ce que vous aviez eu des moments à travers tout ça ou est-ce que vous vous êtes remis en question, que vous avez dit, finalement, est-ce que je veux vraiment aller en psychologie ou ça a toujours été quelque chose que vous vouliez continuer? Pour l'élément psychologie, je crois que je me suis jamais vraiment profondément questionné. Il y a toujours eu un filon qui me propulsait. Là. Fait que l'intérêt initial ne m'a jamais quitté. C'était parfois l'opérationnalisation de mes rêves qui était difficile. Comme quand j'ai fait le choix d'aller en psycho du sport, mais que c'était kinésiologie, je le savais que le diplôme ne donnait pas accès à l'ordre. Puis après la maîtrise, j'aurais pu décider d'aller dans le marché de l'emploi avec l'optique de faire ça de ma carrière. Puis en même temps, je me disais, ouais, mais j'aime ça apprendre, je vais continuer. Ma maîtrise aussi, je l'ai faite en 3 ans au lieu de 2 ans. Je travaillais à l'époque, je n'avais pas de bourse. Les premières années du doctorat aussi, je travaillais avant d'avoir des bourses. Les bourses, vraiment, ça m'a profondément aidé. Là. Ça a été un vecteur très puissant. Là. Puis je les ai eus à peu près à 2e ou 3e année de doc. Donc, s'il y en a qui nous écoutent, qui appliquent et qui ne l'ont pas, continuez. Parce que il y a une année, j'ai appliqué à 5 programmes différents. On m'a tout refusé. L'année d'après, avec la même demande, parce que je n'avais pas eu le temps de la changer parce que je travaillais, j'ai eu les 5 bourses. Donc, en tout cas, il faut croire à nos rêves. Il ne faut pas être naïf non plus, mais ça m'a beaucoup aidé. Puis là, la question, c'est est-ce que j'ai eu des moments comme de découragement ou de doute? La réponse est oui. On n'est jamais certain. Puis en même temps, moi, ce que j'ai toujours fait, c'est de poser des questions à des gens qui sont un petit peu plus loin ou beaucoup plus loin pour voir leurs bons choix et leurs erreurs. Puis les premières années que j'étais prof, j'ai payé des lunchs je les appelais gentiment, entre gros guillemets, les vieux profs. Je m'en vais vers ça tranquillement. Mais des profs plus près de la retraite, mettons. Puis je leur disais, tu sais, parle-moi de ta carrière, donne-moi tes meilleurs coups puis tes pires coups. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en 10-15 minutes, ils me disaient tous les pièges à éviter qu'eux ont vécu, peut-être ça ne s'appliquait pas à moi, et tous leurs meilleurs coups, même chose, ça pouvait s'appliquer à moi ou pas. Donc ça a toujours été une belle source d'information. Puis l'autre source d'information, c'est la recherche comme telle. Quand on lit la recherche, puis tu vois, mettons, je sais pas moi, une étude qui fait une étude de cohorte avec 1000 personnes sur 15 ans, puis tu vois que ceux qui s'en tirent mieux font tel ou tel choix, ben on serait bien fou de s'en passer. Donc, c'est un peu, moi, les sources d'information qui m'ont aidé à me propulser. La psychologie, ça a toujours été là, un moteur qui m'a propulsé, mais les doutes étaient souvent dans est-ce que je fais le meilleur choix au moment où je suis pour la carrière que je veux vivre. Donc, ça oui, il y a des écueils, puis c'est normal d'en vivre, là, je pense. C'est un bon point, je pense, d'aller chercher un peu ce recul-là, puis toute la sagesse qui vient avec quelqu'un qui a fait un parcours, puis qui est passé par des embûches, puis par des chemins qu'on ne peut pas nécessairement s'imaginer sans l'avoir vécu nous-mêmes, puis d'avoir ce feedback-là pour un peu s'orienter. Je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Je pense qu'en psychologie, peut-être moins que, mettons, des étudiants en business ou en marketing ou dans ces disciplines-là, font peut-être moins ça, des coffee chats un peu, puis d'aller chercher vraiment le savoir de personnes qui sont rendues plus loin parce que c'est peut-être plus difficile à atteindre ou à aborder. Oui, ou tout simplement d'aller voir les gens qui nous interpellent ou qui nous inspirent. Des fois, on a l'impression que ces gens-là,
sont inaccessibles. Puis des fois, oui, il y a des limites de temps, c'est pas toujours possible, mais c'est franchement extraordinaire de voir comment les gens sont intéressés. Oui. Puis moi, quand vous m'avez invité à ce balado aussi, c'est exactement ça. J'ai tout de suite dit oui, là, parce que moi, j'aurais rêvé qu'il y ait ça dans le temps pour pouvoir écouter, avoir une variété de points de vue. Donc, bravo pour votre travail. Là. Ben, mon Dieu, merci. C'est tellement apprécié. Puis merci d'être aussi généreux avec vos réponses. Ouais. On apprécie tout le monde qui vient nous partager. Puis je suis sûre que notre auditoire va avoir beaucoup à apprendre de cette discussion-là, donc j'ai bien hâte. C'est sûr. Dans le fond, notre prochaine question, vous en avez parlé un petit peu de votre post-doctorat en comportement organisationnel que vous avez fait donc à Concordia. Non, Concordia, oui. Oui, à Concordia. L'école de gestion de John Molson qui est affiliée à Concordia. Exactement. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui vous a donné envie de poursuivre vos études après le doctorat, de continuer dans cette lancée-là? Vous avez mentionné que vous aimez apprendre, vous aimez étudier, mais c'est fait pour qui un peu un post-doctorat? À quoi on peut s'attendre? C'est quoi les similitudes ou les obstacles qui diffèrent du doctorat? Comment les étudiants peuvent se faire une idée de ce que c'est un peu? OK. Je vais vous donner un élément anecdotique qui s'applique à moi. Puis ensuite, je vais vous expliquer en général qu'est-ce que ça fait un postdoc. Là. Moi, au mois de mars 2004, j'ai passé un questionnaire qui a pas mal changé ma vie. Okay. La beauté de la chose, c'est que le questionnaire, il est gratuit. Tout le monde peut le passer. Il est disponible en 46 langues. Il est validé avec 35 millions de personnes. C'est le questionnaire Values in Action. Okay. Donc, le questionnaire va ordonnancer vos forces de la plus présente à la moins présente. Okay. C'est un peu l'anti-DSM-5 revisé. Donc, le DSM-5, c'est souvent ce qui va mal avec un être humain. Puis Values in Action, c'est l'antithèse de ça. Donc, c'est un effort colossal de 55 chercheurs qui sont allés voir internationalement, interculturellement, historiquement, qu'est-ce qui est beau, talentueux, vertueux avec l'être humain. Puis là, il y a un questionnaire qui est standardisé pour mesurer ça. Quand j'ai passé le questionnaire, moi, mes 5 premières forces, qui ont à peu près pas changé là, depuis le temps que je l'ai passé, c'est amour de l'étude et de l'apprentissage, curiosité et intérêt accordé au monde, discernement, pensée critique et ouverture d'esprit. Donc ça, c'est 3 parmi mon top 5 dans sagesse et intelligence. Moi, j'ai toujours aimé apprendre. Dans mes conférences grand public, je dis à la blague, je suis aussi nerd à la maison qu'à job. Tu sais, il y a juste une des 2 places, je suis payé pour être nerd. Ça, c'est mes 3 premières forces. Puis les 2 autres, c'est espoir, optimisme et anticipation du futur, puis courage et vaillance. Okay. Donc moi, quand il y a un défi, quelque chose de challengeant, j'embarque. Fait que ça, anecdotiquement, à moi, ça m'a mis sur papier de visu. Jacques, t'es un nerd, assume. Ouais. Ça a pris quelques décennies à me chercher, à me trouver, puis tout ça. Quand j'ai vu ça a été un élément cristallisant au doc, c'était en 2004. En 2003, ma conjointe, Geneviève Majot, qui est prof à l'Université de Montréal, elle m'a fait découvrir la théorie de l'autodétermination que j'avais vue un peu, puis tout ça. Je suis allé au congrès international de cette théorie-là qui avait lieu à l'époque à Ottawa. Okay. Et c'est là que j'ai rencontré Marilyn Gagné. Puis Marilyn, quand elle présentait, à chaque phrase, je prenais des notes frénétiquement, puis je me disais, c'est ça que je veux faire dans la vie, c'est ça que je veux... J'étais comme bombardé constamment. Je dis, moi, je veux être elle, tu sais, je veux faire ça. C'est bien hot. De la recherche en business, puis là, je suis allé la voir, puis je la voyais, puis là, tout de suite, elle m'a dit, hey, tutoie-moi. Puis la chimie a comme pogné, puis encore maintenant, on est amis, puis on collabore ensemble. Fait que ça, c'est comme les 2 éléments qui ont comme créé de l'effervescence dans mon processus. Savoir que j'aimais apprendre, puis rencontrer quelqu'un qui pouvait être un modèle à suivre. Donc là, on arrive à la question du postdoc. Le doc, c'est le plus petit diplôme pour être psychologue. Au Québec, c'est en 2006 qu'on a rejoint le reste de l'Amérique du Nord avec un doctorat terminal. Okay. Avant cette date-là, on avait encore des maîtrises terminales, mais on était les seuls en Amérique du Nord à avoir ça. Puis tout ça. Fait que le doc, c'est souvent vu comme une immense embûche, puis tout ça. En même temps, c'est juste une maîtrise puis doc combiné avec stage et internat. Puis c'est sûr que ça demande un certain engagement au départ de dire, OK, je m'engage pour tant d'années à venir. Puis tout ça. Fait que là, on arrive à la question du postdoc. Le postdoc, c'est comme un fellowship en médecine. C'est comme une surspécialisation. Okay. Donc, quand on veut devenir prof, la job de prof, c'est 3 choses en même temps. C'est service aux communautés internes puis externes. Fait que genre, gérer un département ou un programme et réviser des articles, aller sur des comités de bourse. Fait que ça, c'est service aux collectivités. Ce qui est le plus visible pour les étudiants, c'est l'enseignement. Ouais. Oui, donc, l'enseignement, c'est d'enseigner bac, maîtrise, doc. Puis il faut enseigner souvent 4 cours par année. L'autre portion, c'est la recherche, qui est la plus importante. Parce que si on ne faisait pas de recherche, on enseignerait les mêmes choses qu'au Moyen Âge. Par exemple, au Moyen Âge, on disait qu'il fallait faire des saignées aux gens, que c'était bon, puis tout ça, mais
Là, la recherche a montré que ça ne fonctionnait pas. Ouais. La première personne qui s'est rendue compte que si on se lavait les mains avant des opérations ou des accouchements qui avaient moins de décès, cette personne-là, au début, a été critiquée. Franchement, qu'est-ce que tu dis? En tout cas, ça pour dire que ça, c'est la recherche. Donc, le postdoc, c'est souvent l'opportunité d'aller travailler avec quelqu'un qui est reconnu dans son domaine ou qui est un expert dans votre discipline ou la problématique qui vous intéresse ou la population qui vous intéresse ou la méthodologie qui vous intéresse pour se développer. Traditionnellement, un postdoc, ou en tout cas le financement postdoc, c'est 2 ans. OK. Donc, moi, j'ai seulement fait 1 an parce qu'on m'a embauché. Puis OK. un postdoc, tu n'as pas de diplôme affiché sur le mur. Là. Tu l'as fait. Dans des disciplines où beaucoup de gens ont beaucoup de doctorats, par exemple en biochimie, c'est pas rare que des gens vont cumuler 1, 2, 3 ou 4 postdocs. OK, wow. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui ça fait 8 ans qu'ils sont au postdoc parce que les postes sont un peu bouchés. En psychologie, moi, quand j'ai été embauché, j'avais des collègues professeurs qui ont dit c'est quoi un postdoc. Donc, c'est pas toutes les disciplines qui sont connues. OK. Donc, tout ça pour dire qu'un postdoc, c'est souvent une surspécialisation complémentaire. Parfois, lorsque tu ne trouves pas de job de prof tout de suite, mais en même temps, c'est souvent une belle opportunité pour aller ailleurs et créer des contacts. Puis ça propulse ta carrière. Moi, ce que ça m'a aidé, c'est je dirais, solidifier les bases de ce que j'allais faire les premières années comme professeur. Puis cette impulsion-là m'a quasiment jamais quitté parce que je continuais à travailler avec Marilyn. Mon ancien doctorant, qui est prof à l'Université de Montréal, a fait son postdoc avec Marilyn, qui est maintenant en Australie. Donc, le postdoc, moi, ça a été extraordinaire. Oui. Donc, si on a le financement, bien évidemment, là, pour avoir des conditions minimales, là, ça a été super. Moi. Si on me demandait, il faut que tu revives ta vie, puis on te remet au postdoc, je dirais, OK, on recommence. C'était vraiment pas négatif. Là. OK, super. Je pense que des fois, c'est quelque chose qui fait peur, on dirait, parce que les étudiants, quand ils voient justement le cheminement, un peu comme vous le disiez, on regarde le doctorat comme si c'était genre une grosse montagne, puis là, il faut comme faire tout ça. C'est long, c'est exigeant. Mais en même temps, je pense que de ce que je comprends, de ce que vous nous dites, la beauté du postdoc, c'est que c'est quelque chose qui nous passionne. C'est qu'on fait un postdoc dans un sujet précis qui nous... Ça peut rassurer les gens qui nous écoutent. Moi, après mon bac, je me suis dit, je fais rien de plus qu'une maîtrise. Ça dépend. Puis ce que j'aime de la théorie de l'autodétermination, c'est que ça fait la différence justement entre le quoi et le pourquoi. Puis c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est qu'un doc, ça peut être épouvantable. Si t'as un directeur ou une directrice qui est contrôlant, qui te met de la pression, qui dit, faut que tu publies 3 articles par année, sinon tu vas rater ta carrière, ça sera pas le fun. Non. En même temps, si quelqu'un te donne une belle structure, t'apprécie comme personne puis te permet de te développer, ça va être le fun. Donc, moi, j'ai tout le temps choisi des éléments qui permettaient de satisfaire mes besoins psychologiques. La seule variable sur laquelle j'ai pas eu le contrôle plein et entier, c'est le temps que ça m'a pris. Ça m'a pris plus de temps à faire ce cheminement-là. Là, je suis plus loin dans ma vie, puis quand je regarde, j'aurais peut-être pu sauver 1 ou 2 ans. J'aurais pu finir plus tôt, mais en même temps, je me suis dit, mais si je n'avais pas fait ça, je ne serais pas rendu où est-ce que je suis. C'est ça, oui. Donc, ayez pas peur de revoir votre trajectoire de carrière, mais gardez comme boussole les besoins psychologiques. Ce que la théorie de l'autodétermination dit, c'est qu'on a 3 besoins qui sont plus importants que les autres. Il y a plus que 3 besoins, mais les 3, c'est d'être authentique et autonome, de faire des choix à l'intérieur de certaines règles et limites, de développer ses talents, d'être compétent, la compétence, puis ensuite d'avoir des gens sur lesquels on peut compter, l'affiliation sociale. Donc, en ayant ça comme guide, ça peut diminuer les probabilités de faire des mauvais choix puis augmenter les probabilités d'en faire des bons. Définitivement. On va revenir à la théorie de l'autodétermination parce qu'on sait que vous êtes vraiment un expert dans ce sujet-là. Puis je pense que c'est tellement un bel outil à avoir puis à connaître, non seulement aux études, mais dans la vie en général. Puis ça permet de mieux se connaître aussi en tant que personne, puis de justement choisir sa voie de manière alignée avec nos buts, puis ce qui fonctionne pour nous. Donc, on va y revenir définitivement. J'ai hâte de vous entendre là-dessus. Tout à fait, oui. Justement, avant de se rendre à ce sujet-là, on aurait une dernière question plus sur votre approche en général, puis ce que vous étudiez, puis ce que vous faites comme recherche. Okay. On se demandait, vous avez parlé justement de votre intérêt pour la psychologie qui a toujours été marqué. Puis vous disiez que vous avez apprécié tous vos cours de psychologie dans leurs différentes disciplines ou différents sujets Ouais, c'est ça, exactement. Qu'est-ce qui a fait que c'est la psychologie du travail et des organisations qui vous a... Pourquoi pas, mettons, la neuropsychologie ou la psychologie clinique? Comment vous en êtes arrivé là?
Ça, c'est une bonne question. OK. Ce que j'aimais de la psychologie du sport et / psychologie du travail, c'est que tu faisais une intervention qui avait un effet de cascade. En ce sens que si tu interviens avec une équipe sportive ou une organisation, tu fais une seule et même chose, mais qui a un aspect multiplicatif. OK. Donc, si tu mets en place un programme que toutes les centaines d'employés passent au travers, bien, tu as fait la même action en ayant un effet multiplicateur. Donc, je vous ai parlé un peu de mes forces personnelles. Moi, mes forces personnelles ne résident pas dans le contact proximal, les émotions. Donc, la psychologie clinique, c'est comme naturellement éjecté de mon processus. Puis aussi, l'optique de 1 à 1, semaine après semaine, c'était peut-être un petit peu moins. Fait que ça s'est poussé de côté. Mettons, si on prend neuropsy, j'ai beaucoup aimé mes cours de neuropsy parce que tu vois que tout ce qu'on vit, il y a un substrat neuropsychologique puis de la chimie qui est en arrière de ça. En même temps, c'était la même optique que c'est souvent du 1 à 1. Donc, ça aussi, ça s'est naturellement éjecté. L'aspect psycho du travail, il y a un peu un élément utilitariste en ce sens qu'en psycho du sport, c'est dur de faire sa place. On n'a pas une culture au Québec où le sport est très présent. Par exemple, en Norvège ou en France, c'est peut-être un peu plus présent. Donc ça, il y avait l'aspect pratique de « je vais-tu me trouver une job? » là? 100%. Puis psycho du travail, ce qui était le fun, c'est que ça allait chercher tous les éléments qu'il y avait en psycho du sport. Bien-être, performance, maintien dans la durée. C'était comme naturel, c'est comme bonnet blanc, blanc bonnet, c'est comme les mêmes affaires. Puis quand vous lisez des articles scientifiques, des fois, vous avez 2 articles, là, un publié en sport puis un publié en business. Les modèles sont les mêmes. C'est toutes les mêmes variables. Puis c'est dur aux gens de se figurer que la théorie, elle est universelle. Elle n'est pas uniforme, elle se manifeste différemment. Mais les principes scientifiques sous-jacents sont les mêmes. Donc, il y avait un aspect utilitariste que tout le monde travaille plus que faire du sport. Il y avait l'aspect multiplicatif que j'aimais beaucoup. Puis l'autre aspect, j'ai toujours, moi, aimé l'aspect convaincre et vendre. Moi, la vulgarisation scientifique, c'est quelque chose que j'aime. Puis avant que j'ai des bourses, pour payer mes études, j'étais vendeur dans un magasin. Puis j'adorais vendre. Puis c'est comme bizarre parce que des fois, les gens vont dire « Ouais, mais vendre, c'est de mentir aux gens, d'essayer de les coincer. » Non! Moi, je disais à mes clients « Allez voir les autres magasins. Je vous garantis que vous allez revenir. » Tellement que des fois, ils n'y allaient même pas. Ils me faisaient confiance puis ils achetaient. Donc ça, j'ai toujours aimé ça. Puis tu l'as en psycho à la fois du travail et du sport. Convaincre, vendre, changer les mentalités. Donc, c'est ça que j'aime maintenant de la recherche, c'est que la recherche, c'est pas de trouver des réponses, c'est de poser des bonnes questions qui sont de plus en plus pointues et d'avoir la moins mauvaise réponse momentanée. Souvent, les gens vont dire « Ouais, ma recherche, ça change tout le temps. » Non, ben oui, ça change tout le temps en ce sens que si ça change, ben c'est qu'on s'est trompé puis on a trouvé une meilleure façon. Pour le grand public, c'est difficile de comprendre ce processus-là parce que quand on le regarde à court terme, on se rend compte qu'il y a comme beaucoup de volatilité puis que c'est dur à comprendre. Mais sur le long terme, il y a certains éléments qu'on va asseoir puis on se dit « OK, ça, c'est maintenant vrai, on le sait, partons de là. » Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Absolument. Oui, tout à fait. Ça nous donne un bel aperçu. Puis, si on passe justement au sujet qu'on a un peu abordé furtivement à quelques moments, la théorie de l'autodétermination. Vous aviez mentionné un peu rapidement plutôt que vous aviez été introduite à cette théorie-là par votre femme. Elle utilisait la théorie de l'autodétermination dans ses études. La théorie est comme née... le premier article qu'on peut identifier, c'est 1971. C'est Edward Deci qui était à Rochester. Ça, c'est comme le premier article. Ça a créé un momentum. Il y a Richard Ryan qui est arrivé après. Donc, Deci et Ryan, c'est souvent les 2 noms les plus connus. Richard Ryan, autour des années 80, s'est greffé à Edward pour faire ce momentum-là. Il y a eu un premier handbook en 1985, sauf erreur de ma part. Des articles très influents ont été publiés au tournant des années 2000. En théorie de l'autodétermination appliquée au travail, c'est beaucoup l'article de Marilyn en 2005 avec Edward Deci dans Journal of Organizational Behavior qui a comme marqué un moment, un jalon qui a montré. Parce que la théorie de l'autodétermination, l'article de 1971, là, ce qui est fascinant, c'est le premier article qui montrait que quand tu payes quelqu'un pour une tâche le fun, ça diminue le fun que tu as dans la tâche.
La critique qui était adressée, c'est que c'était en laboratoire, c'était une tâche qui ressemblait à un casse-tête, un puzzle, donc il y avait très peu de validité écologique. Puis ça, ironiquement, ça a comme nuit à la théorie de l'autodétermination pendant 35 ans. Parce que les gens en business disaient « Ouais, mais des casse-têtes, c'est pas la vraie vie. » Ou beaucoup de gens disaient « Ouais, mais en vente, c'est différent. » Ou « Dans mon pays, c'est différent. » Puis l'article de Marilyn en 2005, ça a été de dire « Non, non, ça s'applique. » Puis c'est les mêmes principes. Moi, je dis souvent à la blague dans mes conférences, « Ah, OK, la gravité est différente chez vous. » Ben non, monsieur, la gravité, c'est vrai partout. Mais c'est la même affaire avec la théorie. Donc, c'est ça. Puis la théorie de l'autodétermination, c'est comme 6 mini-théories, dont les 2 morceaux les plus le fun, c'est le continuum d'autodétermination puis les 3 besoins. Les 3 besoins, c'est l'évolution de Maslow, Alderfer ou Herzberg. C'est quelle vitamine on a de besoin pour être heureux et performant. Puis la théorie de l'autodétermination, là, il y a maintenant des évidences dans quelque chose comme 124 pays. Tu en as 3 besoins qui sont plus importants. Autonomie, compétence, affiliation. Ils peuvent être satisfaits, ça va bien. Insatisfaits, ça génère l'ennui. Puis frustrés, ça mène à l'épuisement, à la fatigue. L'autre morceau, c'est le continuum d'autodétermination. Quand on parle de motivation ou d'engagement ou de mobilisation, les gens disent « j'en veux plus, je veux plus de gens engagés ». Mais quand je fais des formations en entreprise, je leur dis « ah, parfait ». Donc, si vous avez des gens mobilisés et engagés à créer des conflits, parler en mal de l'organisation, puis à crever les pneus des voitures de vos collègues, vous voulez des gens engagés? Là, les gens m'ont dit « ben non, c'est pas ça qu'on veut ». Implicitement, ils se rendent compte que l'engagement à tout prix, s'il n'y a pas de valence ou de gradient de qualité, ça ne veut rien dire. Donc, la théorie de l'autodétermination, ce qui est le fun, c'est qu'en éducation, en sport, au travail ou ailleurs, ça se met sur un continuum qui va de très bien à moins bien à très mal. Puis pourquoi on le sait, c'est qu'on a mesuré les conséquences et les antécédents sur des milliers de personnes dans plein de domaines. Le continuum va de intrinsèque à démotivé. Intrinsèque, c'est j'ai du fun à le faire, je ne vois pas le temps passer. Comme moi, j'adore le ski de fond puis le vélo. Quand je pédale, je ne regarde pas ma montre à chaque 5 minutes en me disant je veux que ça arrête. Quand j'enseigne, les étudiants me pointent leur montre en disant il faudrait peut-être aller aux toilettes. OK, je ne vois pas le temps passer. Ça, c'est l'intrinsèque, puis c'est comme l'idéal parce que ça augmente le bien-être. Là où ça devient intéressant, c'est qu'intrinsèque, ce n'est pas le meilleur prédicteur de performance. Beaucoup de gens vont dire il faut que tu aies du fun pour être bon. C'est plus ou moins vrai. Le deuxième type de motivation, on va l'appeler motivation identifiée et ou intégrée. Là, on ne rentrera pas dans les détails de la mesure, mais essentiellement, c'est de dire c'est extérieur à moi, mais c'est tellement important que j'ai décidé de l'absorber. Là, l'exemple que je prends souvent, moi, c'est se passer la soie dentaire. Il n'y a personne qui se passe la soie dentaire en disant « Mon Dieu, que c'est le fun, j'aime ça, puis tout ça. » Mais on a appris à un moment donné dans notre vie que c'est important de le faire. Sortir les vidanges, corriger des examens. C'est plate. C'est pas intéressant. En même temps, tu le sais que c'est significatif. Quand tu corriges un examen puis tu écris des commentaires puis l'étudiant dit hey, « Merci, ça m'aide pour le prochain. » Là, tu dis « OK, c'était pas le fun, c'était extrinsèque, mais j'ai décidé de l'absorber. Ça, c'est le meilleur prédicteur de la performance. OK. Ensuite, on s'en va sur ce qu'on appelle l'introjecté. Puis introjecté, ça peut être approche ou évitement. Approche, c'est je veux me sentir fier de moi. Je veux me prouver à moi-même que je suis capable. Ça fonctionne, mais ça vient avec un coût psychologique, émotionnel puis physique assez important. Puis introjecté, évitement, c'est je me sentirais mal si je ne le faisais pas. Ça irait pas bien. Fait que c'est de l'extrinsèque qui mène à la performance, mais ça use. C'est comme peser sur le gaz puis sur le break en même temps. Puis finalement, tu as l'extrinsèque pur qui peut prendre 4 formes différentes. Social, approche. Je veux que les autres m'aiment. Je veux que mon prof me trouve brillant. Social, évitement. Je veux éviter que les autres m'aiment pas. Je veux pas que mon prof me déteste. Puis là, ensuite, tu as matériel, approche. Je veux plus de médailles olympiques. Je veux plus d'argent. Je veux plus de bonus. Puis matériel, évitement. Bien, j'aimerais pas ça perdre ma job parce que je pourrais pas payer mon loyer. Puis finalement, il y a la démotivation. C'est je suis là, mais je ne sais pas trop pourquoi. Fait que ce continuum-là, nous autres, on l'a mesuré. On a publié un article en 2015 avec une échelle de mesure. On l'avait dans 7 langues. Là, on l'a dans 24 langues différentes. Puis le continuum est pareil. Les antécédents, les conséquences sont pareilles. Donc là, je vous ai dit les 2 morceaux les plus intéressants de la théorie, les vitamines psychologiques que tout le monde a besoin, puis le continuum de qualité. Puis là où on va confronter beaucoup de préjugés, c'est, mettons, je vais en business, puis, mettons, dans une région du Québec, puis les gens vont dire, vous savez, dans notre région, c'est tellement différent. Ou, notre domaine d'activité est tellement différent. Puis là, je prends l'exemple de la gravité. Ah oui, la gravité, vous affecte pas. Ben oui.
Vous mangez pas 3 fois par jour? Ben oui. Vous dormez pas la nuit? Ben, tu sais. Puis j'essaie d'amener plusieurs éléments pour montrer que c'est assez universel. Ouais. Donc, est-ce que ça répond à votre question? Tout à fait, oui. Complètement. Puis là, on pourrait plonger dans le détail, mais Oui. on a publié un livre, Ouais. Libérer la motivation avec la théorie de l'autodétermination. Wow. Puis essentiellement, le livre, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est Anja van den Broek puis Hermina van Colly. Anja, c'est une amie et collègue en Belgique OK. qui utilise la même théorie. On est à peu près 600 chercheurs sur la planète à l'utiliser. On se rencontre à chaque 3 ans pour un congrès international. Et Anja et Hermina avaient écrit un livre en business sur la théorie de l'autodétermination en néerlandais. OK. Parce qu'ils sont néerlandophones belges en Flandre. Puis Anja, elle m'a approché en disant, tu sais, on aimerait ça l'avoir en français parce qu'il y a 2 langues officielles en Belgique, français et flamand, comme au Canada, français-anglais. Puis j'ai dit, OK, je commence à le traduire. Puis là, je dis à Anja, crime, moi, c'est le livre que j'aurais rêvé d'écrire. Et on dit, embarque à bord. Wow. Donc, moi, en termes de royauté pour le livre, c'est eux qui ont la part du lion parce que c'est elles qui ont fait le travail. Mais je l'ai traduit en français, puis ensuite, je l'ai traduit en anglais. OK. Puis il est publié maintenant à Amsterdam University Press. En français, c'est chez Édito. Mais le livre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de simplifier toute cette théorie-là. OK. Puis s'il y a des gens qui sont curieux sur la théorie de l'autodétermination, il y a un site web de la théorie, c'est selfdeterminationtheory.org. Donc là-dessus, vous avez les chercheurs, les articles les plus récents, etc. Donc, une foule de ressources là-dessus. Mais le fait d'avoir un livre grand public sur cette théorie-là, ça a connu un beau succès. C'est maintenant un best-seller. On a vendu plus de 5000 exemplaires. En anglais, le momentum commence à se créer. Mais ce qui est le fun, c'est que c'est pas nous. On s'en fout de nous. C'est la théorie qui est bonne. Donc, la théorie a ceci de beau que c'est un ensemble de postulats de base qu'on essaie de détruire, mais qu'on n'arrive pas à détruire. Tu sais, avec les trois besoins, je n'ai jamais vu d'enquête qui montre que quand tu es parfaitement toi-même, efficace et entouré d'amour, que ça va mal. Ouais. C'est Non, c'est ça. Ça a l'air un peu contre-intuitif à dire, là, mais c'est ça qui est le fun de la théorie. Donc, le livre en français, ça a comme vulgarisé cette belle théorie-là pour la rendre accessible, puis il continue à bien vivre, là. Ah, bien, tant mieux. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est important parce que souvent, les gens, c'est pas qu'ils veulent pas apprendre. Tu sais, mettons, les gens qui sont pas dans le domaine de la psychologie ou de la recherche en général, c'est pas que ça les intéresse pas, c'est juste que des fois, c'est tellement pas accessible. Tu sais, nous, on est tellement là-dedans, tu sais, on lit des articles à longueur de journée, tu sais, on lit ça en diagonale, puis comme, il y a des termes qu'on retrouve, qu'on reconnaît, mais le but de la psychologie puis de la science en général, corrigez-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que c'est de donner, mettons, de publier puis de partager ces découvertes-là avec le monde. C'est pas de garder ça dans notre petit cocon de chercheurs, puis de nous, si on a toutes les réponses à tout, puis on le partage pas. C'est bénéfique à tout le monde. C'est ça. Il faut qu'il y ait une application. Tu sais, la recherche purement pour la théorie qui a aucune application, c'est comme... Ça sert à rien. C'est ça. Surtout dans le cas d'une théorie comme ça, qui est tellement comme... Universelle. Oui, fondamentale sur la nature humaine, puis sur la façon dont on peut, tu sais, se réaliser pleinement. En même temps, vous seriez étonné de voir à quel point il y a des gens qui la détestent puis qui veulent la détruire. Ouais. Ah oui. Comme en organisation, je ne nommerai pas de nom, mais sont plus du côté anglophone, mais des gens vont dire, ouais, mais ça ne s'applique pas en travail. Wow, Ils vont croire bec et ongle que non, au travail, on est motivé par l'argent, il y a juste ça qui compte, puis tout ça. Puis c'est vrai que des fois, il faut amener des nuances. Là, comme nous, une des tracks qu'on a développées, un des faisceaux qu'on a développés, c'est les significations de l'argent. Parce que souvent, la théorie de l'autodétermination, puis notre chapitre 5, c'est le salaire idéal selon la théorie de l'autodétermination. Fait qu'il y a un chapitre complet sur l'argent. Mais ça a été de dire, on est perçu de l'extérieur comme une théorie qui dit l'argent, c'est mal, nous, on est vertueux, on est au-dessus de ça. En même temps, si vous me demandez si j'aime ça être payé à chaque 2 semaines par l'UQAM, la réponse est vraiment oui. Je trouve ça trippant. Donc, on a fait une série d'études, non pas en demandant aux gens, est-ce que tu veux faire plus d'argent? Parce que la réponse est souvent oui. Mais c'est plutôt pourquoi veux-tu faire de l'argent? Puis là, le portrait devient nuancé quand on branche les raisons pourquoi on veut faire de l'argent avec les fameux 3 besoins. Donc, l'argent va être négatif quand on veut le faire par comparaison sociale. J'en veux plus que mon voisin. Par impulsivité. Moi, je veux aller à SOQ m'acheter une bouteille de vin sans penser. Je veux aller chez Sephora puis exploser mon budget. Puis l'autre, c'est surmonter ses doutes personnels avec l'argent. Je vais vraiment être mieux avec mon prochain 10 000 $. Puis ça, aucun montant d'argent ne vous satisfera parce que ça frustre vos 3 besoins.
Il y a les deux raisons qui sont neutres, c'est famille puis sécurité. Okay. J'ai un toit sur ma tête, je mets de la bouffe sur la table. Ça écarte les irritants de la vie du chemin, mais ça ne me rend pas vraiment plus heureux. Mm-hmm. Puis là où l'argent peut être bénéfique, c'est quand je veux un salaire juste et équitable. Ouais. Quand je veux faire de l'argent pour aider les autres, charité. Quand je veux faire de l'argent par liberté, loisir. Donc, l'argent, au-delà de sa valeur transactionnelle, a des significations psychologiques. Puis quand on les branche avec les trois besoins, c'est là qu'on se rend compte que l'argent peut être très bien ou très mal. Si vous avez des gens en organisation qui disent « Moi, mon but, c'est d'être milliardaire pour être imposé à 99 % pour aider les écoles au Québec », je l'encourage à fond. Mais s'il dit « Moi, je veux être milliardaire pour m'acheter un immense domaine dans une région avec une clôture de 10 pieds qui a des barbelés en haut puis que j'ai 3 jets privés, je ne le veux pas dans ma communauté. » Donc, c'est ça qui est le fun de la recherche, c'est d'aller voir au-delà des apparences qu'est-ce qui se cache, puis de voir des mécanismes qui sont parfois plus nuancés que ce qu'on pense. Puis de poser les bonnes questions pour aller chercher cette nuance-là aussi, puis pour prendre une perspective que peut-être les gens n'ont pas de prix à bord, de penser à pourquoi et non pas est-ce que oui ou non. Des fois, la vie n'est pas si nuancée souvent. Les gens ont beaucoup de... Ta question est intéressante parce que les gens confondent le quoi et le pourquoi. Puis la théorie de l'autodétermination va dire que le quoi est relativement peu important. Pas relativement peu important, mais le quoi et le pourquoi interagissent pour avoir des effets. Oui, exact. Écoutez, moi, je me demande un peu dans une atmosphère de travail, dans cette discipline-là, comment la théorie de l'autodétermination aide avec le bien-être des employés, mais aussi la performance organisationnelle. Comment est-ce que les deux peuvent bénéficier de cette théorie-là concrètement? Ça, c'est une bonne question. Puis l'erreur de raisonnement ou le cliché que je vois souvent, c'est de dire qu'il faut choisir un ou l'autre. Tu sais, des fois, moi, j'ai des gens qui me racontent quasiment pas à la blague. Ouais, c'est bien beau, là, vos trucs, puis les gens sourient, là, mais est-ce qu'ils livrent la marchandise? Là, à mot couvert, on me dit, à la limite, je m'en fous qu'ils soient bien mes employés s'ils livrent la marchandise. Puis moi, il y a un article récent qui est sorti, c'est Louis Taille, un chercheur que je suis, là, qui a assez habilement démontré, puis qui a comme mis le couvercle sur la marmite dans ma tête qu'il y a juste une chose qui compte, c'est d'être bien. Ensuite, la conséquence d'être bien, c'est que tu vas être bon. Puis je l'avais comme en feeling au travers de toutes mes études ou tout ça. Puis c'est comme un et l'autre, un ou l'autre. Mais quand tu le mets en termes de séquence, ça fait comme du sens. Là. Il n'y a personne sur son lit de mort qui va dire « Mon Dieu, que je suis fier de mes 600 ventes. » Puis tout ça. Mais non, c'est de dire tu sais, j'ai eu une belle famille, ma communauté, j'y ai contribué. Fait que donc... Ça, pour venir à bien-être et performance, moi, je vois que bien-être précède performance, puis que c'est un prérequis fondamental. Puis moi, une des études que je lis à chaque année, depuis maintenant 13 ans, c'est le World Happiness Report, le rapport mondial sur le bonheur. C'est en collaboration avec la firme Gallup, mais c'est une sous-branche de l'ONU qui le fait. C'est le premier sondage représentatif de la Terre. C'est pas rien, là. Donc, Gallup, ça s'appelait le Gallup World Poll, qui a été, en tout cas, ils ont fait une alliance avec une sous-branche de l'ONU. Puis depuis 13 ans, à chaque année, le 20 mars, il y a un rapport qui fait le sondage de la Terre. C'est hallucinant. Ben oui. C'est là qu'on voit dans les médias souvent apparaître le classement des pays les plus heureux au monde, etc. Il y a toutes sortes de critiques. Est-ce qu'on peut vraiment mesurer le bonheur? Il y a différentes... Mais en tout cas, c'est la moins mauvaise manière de faire qu'on a historiquement. Puis là, ce qui est le fun, c'est que le Québec, on est le 6e endroit au monde le plus heureux. Mais non. Le Canada, avec le Québec, est 18e. Puis si on enlève le Québec du Canada, le Canada descend au 24e rang. Donc là, quand je dis ça en conférence, les gens disent « Ben voyons donc, ça se peut pas. Nos routes tombent en ruine, on manque de profs, puis tout ça. » Mais c'est de se rendre compte que ça va mal, mais ça n'a jamais aussi bien été de toute l'histoire de l'humanité. Puis si on se compare sur la planète, crime, on est pas pire. On est bien, Donc, le World Happiness Report, pour revenir à la question du bonheur, moi, je trouve que ça se concentre sur ce qui est le plus important. Est-ce que les gens sont bien? Est-ce que c'est significatif, mon existence? Est-ce que à tous les jours, je suis capable de me dire, OK, ben
ça va pas pire. Puis notre existence humaine, c'est au-delà de la philosophie, de la religion, puis tout ça, on ne sait pas d'où on vient, où est-ce qu'on va, puis pourquoi on est sur une petite roche à 3 planètes du Soleil, puis tout ça. Il y a tous ces questionnements-là. Mais quand on fait le sondage représentatif de la Terre, puis qu'on regarde les paramètres, il y a des choses qui semblent assez bien marcher pour bien du monde. Puis qu'au Québec, la réaction que tu as eue, là, je l'ai tout le temps, mais c'est de se rendre compte de ça. Donc, le World Happiness Report, c'est une belle source d'information. S'ils sont capables de le maintenir, c'est vraiment cool parce que ça te dit, OK, quand on fait ça, ça marche bien. Puis un autre faisceau qui m'interpelle beaucoup, pour revenir à ta question, c'est tout ce qui est inéquité. On voit souvent, par exemple, en économie, parce que je suis dans une école de business, les gens vont dire, le communisme, c'est mal, le capitalisme, c'est mieux. Bien, les deux ont tort, poussés à l'extrême. Ouais. En ce sens que le communisme va dire, dans sa forme la plus pure, là, va dire tout le monde est égal. Ouais. Mais c'est pas vrai. Ouais. Quand tu regardes dans une classe, il y en a des gens qui sont meilleurs que d'autres. Puis, dans les sports, il y en a qui courent plus vite que d'autres. Il y a tout le temps des différences. Le communisme a tort de dire que tout le monde devrait être égal. Le capitalisme a aussi tort parce qu'il dit, si tu es le meilleur, tu devrais avoir tout. Ouais. Donc, dans ces deux extrêmes-là, ça ne fonctionne pas. Puis, il y a 2 épidémiologistes britanniques. Leur nom, c'est Wilkinson et Pickett. Moi, c'est dans le top 3 de mes livres que j'ai lu. C'est The Inner Level. Eux démontrent de manière épidémiologique, là, avec des faits, que pas de différence, c'est aussi toxique que trop de différence. En ce sens que si vous êtes dans une business, puis vous êtes le meilleur dans votre domaine, puis tous vos collègues se pognent le beigne, bien, c'est peut-être normal que vous ayez peut-être plus de reconnaissance ou tout ça, mais à l'intérieur de quelle limite? Puis il y a d'autres enquêtes qui vont montrer que cet écart-là ne devrait pas dépasser 5 fois. OK. Donc, si le plus bas salaire dans votre organisation ou administration régionale ou quoi d'autre, c'est 50 000, bien, celui qui fait le plus ne devrait pas dépasser 250 000. OK. Ça, les gens sont capables de tolérer certains écarts, mais trop d'écarts puis pas d'écarts, c'est aussi toxique. OK. Là, je fais un grand détour pour dire bien-être et performance, mais que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau organisationnel ou sociétal, il y a certains paramètres qui sont pas mal les mêmes. Quand on a des données objectives, comme le World Happiness Report ou des grandes enquêtes dans plusieurs dizaines de pays simultanément, on a des approximations qui sont pas pires. On se dit, OK, si on le constate, mettons, avec 50 000 personnes, les chances sont assez bonnes que ça s'applique chez nous. Là. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai fait un long détour, mais ça répond-tu à la question? Oui. Okay. Puis, dans le fond, ça m'amènerait peut-être à préciser une autre sous-question de comment les organisations peuvent soutenir les besoins psychologiques puis le bien-être des employés dans le quotidien de la vie de travail. Oui, ça, c'est une très bonne question. Je l'aime. Les 3 besoins, moi, l'image que je prends souvent, c'est comme les 3 pattes d'un tabouret. OK. Un tabouret, ça peut avoir 70 pattes, 14 pattes, mais le minimum, c'est 3. Ouais. 2 ou 1, ça tombe. Ouais. Donc, c'est comme le minimum autonomie, compétence, affiliation, puis tu ne peux pas en enlever un des 3. Ouais. Tu sais, si tu as une marge de manœuvre, une belle structure, tu es efficace, mais tu es tout le temps tout seul, puis tu souffres de ça, bien, il te manque une patte. Ton tabouret perd l'équilibre. Fait que ça, c'est vrai dans un secteur de vie, mais entre tes secteurs de vie aussi. Par exemple, si tu as juste tes besoins psychologiques satisfaits au travail, mais pas à la maison, bien, tu surinvestis maladivement ton travail. À l'opposé, si tes besoins psychologiques sont satisfaits à la maison, mais pas à job, bien, tu t'en vas à job à reculons pour juste collecter ton chèque de paye. Ouais. Quand tes 3 besoins sont insatisfaits partout, bien, c'est le temps de consulter, ça va pas bien. Mais quand on est soi-même efficace puis bien entouré à la maison puis au travail, mais c'est là que ça va bien. Okay. Donc, moi, j'essaie de mettre de l'avant des arguments scientifiques qui disent, bien, gars, ces 3 vitamines-là sont universelles. Casse-toi pas la tête, tout le monde les a. Ouais. Le défi, c'est que c'est universel, mais pas uniforme. Toi, moi, on a des façons différentes de satisfaire nos 3 besoins. Ouais. C'est là le défi. Mais pour répondre à ta question de comment une organisation peut faire, nous, quand on écrit des chapitres de livres grand public ou dans le livre, tout ça, on dit qu'il y a comme 3 grands faisceaux à explorer. Le premier, c'est l'organisation du travail. Okay. Qui fait quoi, quand, où, comment, pourquoi, puis pour combien. La teneur de tes tâches peut satisfaire tes besoins ou pas. Donc ça, c'est le premier vecteur que tu peux créer des emplois stimulants dès le départ. En anglais, c'est job design. Okay.
Le deuxième grand faisceau, c'est tout ce qui est relations interpersonnelles, que ce soit hiérarchique ou pas. On va souvent parler de leadership ou de climat de travail ou différents thèmes, mais c'est de dire, est-ce que mes interactions permettent d'avoir de la structure pour l'autonomie? Est-ce que ça me permet de me développer, la compétence? Et est-ce qu'on me traite de manière digne et intègre, affiliation? Donc, le deuxième grand faisceau, c'est les relations et le climat. Le troisième grand faisceau, c'est la rémunération / les récompenses et la justice. Ça peut être l'argent, mais ça peut être d'autres choses que l'argent. Mais c'est tout, est-ce qu'il y a des procédures claires pour déterminer qui a accès à quoi? Est-ce que lorsque je regarde qui a quelle récompense, je me dis, ça a bien de l'allure, cette affaire-là. Fait que ça, c'est les notions de justice procédurale et distributive, auquel on rajoute l'interactionnel, est-ce que je suis traité avec respect, puis informationnel, est-ce qu'il y a un document quelque part que je peux lire? Fait que ça, c'est comme les trois grands faisceaux. La teneur des tâches, le climat interpersonnel, hiérarchique ou pas, et la distribution des récompenses, qu'elles soient financières ou autres. Donc, quand on intervient en organisation, que ce soit en donnant des formations, en faisant des conférences ou en agissant carrément, là, c'est d'explorer qu'est-ce qui est possible de faire dans ces trois grands faisceaux de levier-là, puis d'aller au moins pire ou au meilleur dans ces faisceaux-là. Ah, super. Ça répond super bien, merci. Oui, tout à fait. Puis, ça va peut-être recouper un peu ce dont vous parliez, mais en plus d'être professeur et chercheur, vous êtes conseiller en ressources humaines agréées, CRHA, qui n'est pas tant connu, j'ai l'impression, par les étudiants, surtout peut-être au baccalauréat en psychologie. J'ai pas l'impression que c'est une avenue qui est assez connue. Est-ce que vous pourriez un peu nous décrire qu'est-ce qui vous a poussé à obtenir ce titre-là, puis en quoi ça consiste, le rôle d'un CRHA? D'un CRHA, oui, bonne question. Donc, le titre de CRHA, c'est conseiller en ressources humaines agréées. En anglais, c'est CHRP, le Certified Human Resource Professional. Le titre de CRHA, moi, je l'ai commu par la bande, dans ce sens que je suis psychologue, je suis membre de l'Ordre des psychologues. En même temps, j'enseigne dans des programmes de ressources humaines. Et il y a une clause dans le système professionnel québécois où des professeurs d'une discipline, même s'ils n'ont pas étudié dans la discipline comme telle, sont comme de facto considérés experts du domaine par cette raison-là. Donc, moi, c'est par cette porte d'entrée-là que j'ai eu accès à ce titre-là. En même temps, la psychologie du travail est très proche de ressources humaines, de relations de travail, à la limite des fois de psychologie communautaire et d'autres déclinaisons parfois, mais les RH, c'est souvent un domaine d'application très friand de toutes les connaissances en psychologie. C'est la même chose avec les conseillers d'orientation. Donc, au Québec, dans le système professionnel, CRHA, c'est un bac terminal. Conseiller d'orientation, conseillère d'orientation, c'est une maîtrise terminale. Puis un psychologue, le diplôme terminal, c'est un doctorat. Donc, on est comme tous dans le même faisceau avec différents diplômes, différentes portes d'accès. Mais un CRHA, qu'est-ce que ça fait? Ça gère les gens. Que ce soit d'un point de vue systémique ou stratégique ou encore opérationnel, c'est de dire, qui reçoit combien? Fait que ça, c'est la paye. Qui s'en va en vacances puis quand? C'est l'organisation du travail. Donc, comment j'ai atterri avec le titre de CRHA? Je vous ai expliqué la porte d'entrée légale et administrative. Mais le domaine d'application, ce qui est le fun, c'est que sont très friands de ça. Puis si vous prenez un livre de RH puis vous allez regarder les références à la fin, c'est à peu près juste de la psycho. Donc, en anglais, on va souvent dire IO, OB, HR. IO, c'est Industrial and Organizational Psychology. OB, c'est Organizational Behavior, comportement organisationnel, qui est comme un mélange de tout ça. Puis HR, c'est Human Resource, ressources humaines. Donc, pour les gens qui nous écoutent, qui ont un intérêt dans la psychologie du travail, c'est parfois une voie complémentaire. Moi, j'ai eu 2 doctorants que j'ai diplômés qui avaient fait une maîtrise en développement organisationnel avant. Donc, c'est souvent une belle voie d'application si on n'est pas accepté au doc, parce que l'emploi est très actif dans ce domaine-là. Donc, tout ce qui est développement organisationnel, ressources humaines, organisation du travail, relations de travail, relations industrielles, c'est souvent des domaines qui gravitent autour de ça, puis il y a des recoupements très prononcés souvent, des fois moins, des fois plus, là, mais c'est comme ça. Donc, moi, ce qui est le fun, c'est que je suis intervenu à l'Ordre des psychologues, comme psychologue du travail, dans l'Ordre des CRHA, comme CRHA, je dis la même affaire. Mais le public,
sa réceptivité, les bases théoriques des gens, leur niveau d'études, c'est différent, mais c'est tout dans la même optique de dire comment on peut rendre un être humain bon et bien en même temps. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai comme atterri dans une école de gestion, puis vous avez beaucoup de psychologues dans des écoles de gestion pour faire ce pont-là, un peu. OK, je comprends. Puis, est-ce que vous, dans votre pratique, vous avez justement comme des consultations ou est-ce que vous pratiquez en ressources humaines, est-ce que vous avez des mandats de ce type-là? À l'UQAM, on a dans notre convention collective la possibilité d'aller jusqu'à 20 de notre temps dans des éléments de la sorte. OK. C'est comme si l'université nous disait, on le sait que tu as une expertise qui va être réclamée. En même temps, fais ta job. Ouais. Dans le sens, on n'a pas le droit d'avoir le double emploi. Ouais. Donc, moi, de la manière que je l'applique, c'est souvent de faire des conférences ou des formations. Fait que ça demande relativement peu de temps. On touche beaucoup de gens, puis ça crée un momentum. De l'intervention comme telle, je n'en fais pas à cause parce que ça ferait exploser l'horloge. En même temps, quand je donne le cours de diagnostic, par exemple, au doctorat en psychologie du travail, ben on s'en va dans la vraie vie. J'amène les étudiants à faire quelque chose dans la vraie vie. Même chose avec le cours d'intervention. Donc, moi, de la manière que j'ai comme résolu l'équation, c'est de dire, OK, si on me demande pour des conférences ou des formations, je vais y aller parce que ça pousse dans la bonne direction. Ouais. Lorsqu'il est question d'être sur place, de faire un accompagnement, là, je vais gentiment passer la POC à des gens de mon réseau. Mais c'est cette optique-là. Là. Puis moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que j'avais participé au concours de vulgarisation scientifique de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir. Puis j'étais un des lauréats, je pense que c'était 2001. Wow. Puis un des éléments du prix, c'est que notre article qu'on avait publié, qu'on avait soumis, était publié dans les journaux. Ah, cool. Puis là, je me suis rendu, ça a été publié dans le journal Le Soleil, puis après, j'ai eu une entrevue dans la presse, puis tout ça. Puis je me suis comme rendu compte du pouvoir des médias. Ah oui. Là, je me rendais compte que je parlais à une personne, la journaliste, mais que des milliers de personnes me lisaient. Là, ça a comme fait un déclic dans ma tête que, tiens, je vais faire de la vulgarisation scientifique. Fait que moi, à chaque fois qu'on a un article scientifique qui sort, j'essaie d'en faire un article vulgarisé pour des conseillers en ressources humaines. L'Ordre des conseillers et conseillères d'orientation m'ont déjà invité également. Donc, le fait de vulgariser la science, c'est une des façons que j'interprète mon rôle d'intervenant pour rendre accessibles les trucs. La réaction que tu as eue tantôt quand tu dis le Québec, on est. Bon, bien, le fait de le répéter. Puis là, je vais même aller une coche plus loin. Là. Au Québec, on est les 6e plus heureux sur la planète. Oui, mais on est imposé de manière incroyable. On paie des taxes. Bien là, qu'est-ce qu'on fait? On étudie la motivation à payer des impôts avec ma doctorante Jessica. Elle est en administration. Puis c'est fascinant de voir comment les gens sont volontaires à payer de l'impôt. On va souvent dire, là, on est trop imposé, il faut baisser les impôts. Non, augmentez-les au max pour celles et ceux qui peuvent en payer. Donc, c'est ça que j'aime de la recherche, de l'intervention, de la vulgarisation. C'est parfois de remuer la cache puis de dire, gars, il y a des trucs qu'on sent quelque part, on va aller voir qu'est-ce qui marche pour vrai. L'investiguer plus... C'est ça. C'est pas tout le monde qui nous écoute ou qui nous croit, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Donc, je pense que je m'étais écarté de la question, mais... Non, mais c'est vraiment super, c'est ça. Je pense que ça clarifie aussi, tu sais, parce que, en fait, je pense que ça recoupe la prochaine question un peu. Oui, c'est ça. Ah, OK, je la pose. Je voulais pas vous poser la question 2 fois, mais c'est ça, on parle que vous avez plusieurs rôles, vous portez plusieurs chapeaux, professeur, psychologue, chercheur, conseiller en ressources humaines agréé, conférencier. Puis on se demande, c'est quoi les habitudes, les apprentissages que vous mettez en marche dans l'engrenage pour soutenir un peu, de jongler avec tous ces rôles-là en même temps ou de pouvoir multiplier l'impact que vous avez à travers tous vos rôles à un aussi grand auditoire comme vous le faites. Comment vous gérez tous ces chapeaux-là en même temps? Oui, c'est ça. C'est un peu... Je fais de l'exercice, je mange bien puis j'essaie de dormir efficacement. Super! Avec des bonnes habitudes de vie, ça peut aider. Ça aide déjà, Mais blague à part, j'essaie beaucoup d'apprendre des autres. Ça a l'air nono à dire, là, mais non. comme il y a un article, là, c'est Summers 2006. Lui, le titre de l'article, c'est Dual Dissemination. Lui, il a dit, à chaque fois que j'écris un article scientifique, je fais un article grand public pour disséminer de manière double. Ben, j'ai lu ça, mais je me suis dit, je vais le faire. Fait que là, le concours de vulgarisation, c'était ça. Puis le concours de vulgarisation, j'étais un des lauréats, mais c'est assez simple. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté le livre de vulgarisation scientifique de l'ACFAS, que tout le monde peut acheter, puis je l'ai lu,
Puis je l'ai fait. Fait que, des fois, on cherche midi à 14 heures, mais j'ai juste fait des trucs comme ça. Parler aux médias, c'est souvent une manière de dire une seule et même chose, puis de rejoindre des centaines de personnes. Bien, j'ai suivi une formation avec l'Ordre des psychologues sur comment parler aux médias. J'ai suivi la même formation ici même à l'UQAM, juste à côté, comment parler aux médias. Donc, c'est pas de la magie noire. Là. J'ai suivi des trucs que des gens brillants ont mis des années d'efforts. J'ai essayé de le transposer au meilleur de mes capacités. Mais mes trucs à moi que j'essaie de montrer à mes doctorants, c'est essayer de parler une seule et même fois pour rejoindre plusieurs personnes. Ça, c'est quand même bien. J'ai toujours maintenu une activité en recherche. Certaines personnes vont en faire beaucoup plus que moi, d'autres moins. Mais de maintenir mon crayon aiguisé avec des doctorants qui sont à jour. Là, je n'ai 4 doctorants présentement. Puis je veux dire, c'est fatigant des fois. Là, ils lisent 7-8 articles là, qui sont archi récents. Puis là, telle personne a dit ça, telle affaire. Là, moi, j'essaie de suivre le rythme puis tout ça. Mais en même temps, mon doctorant devient l'expert. Mais oui. Fait que, tu sais, l'élève dépasse le maître. Là, puis c'est ça que j'essaie de faire. Fait que... je ne sais pas trop comment répondre à la question, mais d'être actif en recherche avec du monde brillant en mettant mon ego de côté, ça, c'est vraiment une bonne façon. Aller dans des congrès scientifiques pour voir périodiquement qui fait quoi, pour être à jour, ça m'active beaucoup. La vulgarisation scientifique, que ce soit avec les médias ou avec différentes revues ou sites web ou autres, ou des fois des congrès, pour rendre accessible ce qu'on sait, ça m'interpelle beaucoup aussi. Moi, je suis très friand de tous les articles. En anglais, ils vont parler, mettons, de « closing the gap between research and practice », de combler l'écart entre la recherche, qui est souvent des années d'avance, puis la pratique qui est plus tard. Fait que des fois, au lieu que ça prenne 10 ans, mais ça va prendre 3 ans si on fait de la vulgarisation. Puis comment je fais pour jongler avec tout ça? Je ne saurais pas quoi dire, mais moi, je dis souvent que de travailler avec du monde plus brillant que toi, puis de les aider à être la meilleure version d'eux-mêmes, c'est comme mettre de l'air chaud dans une montgolfière. Ça te monte toi-même. Quand tu mets de l'air chaud dans la montgolfière, il n'y a pas personne qui monte plus vite que les autres. Tout le monde monte. Puis moi, dans mes articles scientifiques, si on regarde mon CV, j'ai à peu près pas d'article où je suis le premier auteur. Parce que je prends du monde, j'ai mis à la bonne place, ça fait une belle équipe, ça fait un article scientifique le fun. Dans les chapitres, je suis souvent premier auteur, parce que j'aime ça faire de la vulgarisation, grand public, même affaire. Donc, je sais pas c'est quoi ma recette, mais je dirais que c'est spontanément ce qui me viendra en tête, là, c'est ce que je vous ai dit. D'être actif en recherche pour être à jour avec du monde brillant, puis le fun sur des idées qui nous interpellent, c'est comme naturellement, ça se maintient. D'enseigner, de rencontrer des étudiants comme vous, puis tout ça, c'est ce qui est le fun d'être à l'université, c'est que tu es condamné à toujours avoir du monde jeune et brillant qui te pousse dans le dos. Moi, j'ai des collègues, des fois, qui sont un peu blasés. Puis, les étudiants sont jeunes, sont naïfs. Puis non, moi, je vous aime. Moi, je me souviens, quand j'étais au bac, là, j'étais vraiment fatiguant. Je posais plein de questions. J'allais voir le prof avant, après le cours, puis tout ça. Mais c'est ça qui est le fun. Tu as tout le temps ça. Puis à Montréal, on a une chance en or. On a 2 universités francophones, 2 universités anglophones. En tout temps, tu as 100 000 étudiants universitaires à Montréal. On est condamné à être une ville jeune et d'avant-garde. Pas facile. Mais c'est un peu ça. Ça répond-tu à la question? Bien, tout à fait. Puis en fait, ça nous mène justement à notre prochaine, qui est que vous enseignez à l'ESG de l'UQAM depuis quand même quelques années maintenant. Qu'est-ce qui vous motive le plus ou qu'est-ce qui vous... On va faire attention avec le mot motivation, parce que là, ça va peut-être être mélangeant. On peut l'utiliser, oui. Mais qu'est-ce qui vous... Je sais pas. Qui vous garde cette fibre-là de l'enseignement avec les étudiants? C'est quoi l'aspect qui vous fascine le plus et qui vous donne le goût de vous lever le matin puis de venir enseigner? Oui, ça, c'est une bonne question. Fait que moi, j'ai la chance d'enseigner à l'ESG, l'École des sciences de la gestion. Puis, comme psychologue, je suis aussi prof externe au département de psycho. Fait que j'ai enseigné et j'enseigne des cours au doc en psycho du travail. Fait que j'enseigne bac, maîtrise puis doc. Mais à la question, qu'est-ce qui me motive? Bien, plein de choses. Là. Ma réponse naïve, ça serait de comparer qu'est-ce que les étudiants savent, mettons, de septembre à décembre ou de janvier à avril. Puis de reculer dans le temps puis de voir qu'est-ce que moi, j'avais aimé faire comme chemin.
Fait que ça, c'est quelque chose de voir le progrès dans les manières de penser. Ça, c'est vraiment quelque chose de trippant. Moi, je suis dans une école de gestion. Fait que là, on a un département de finances, de comptabilité. Puis des fois, dans des événements de l'ESG, tu sais, je le sens de mes collègues, sans nommer de nom encore, mais tu sais, gentiment, des gens de finance qui vont dire « Ah oui, toi, vous êtes les affaires cute, là, tu sais, vous êtes les Kalinours qui lancent des ballons d'amour en ressources humaines, puis tout ça. » Ça me fait rire dans ma barbe, mais tu sais, c'est justement, tu sais, des fois, de dire à des étudiants, quand j'enseigne le cours de comportement organisationnel, quand j'ai des classes, je vais dire régulières, là, j'ai la moitié des gens qui font un bac. Puis la moitié des gens qui font des certificats. Fait que ça c'est souvent la crowd qu'on a. Puis je vais avoir des gens en tourisme, je vais avoir des gens en finance, des étudiants internationaux qui font des échanges, puis tout ça. Puis là, c'est de prendre, par exemple, celui qui dit « Moi, à 30 ans, j'ai une Porsche dans le cours, puis je suis millionnaire. Là, tu dis « Ah, OK, ben tu sais, à tel cours, on va parler d'argent. Viens me voir à la pause. Puis là, c'est de déconstruire les mythes un à un. Puis peut-être qu'il va dire « Je vais encore être millionnaire à 30 ans », mais peut-être qu'il va dire... Il va nuancer son propos en disant « Moi, je veux avoir une famille qui n'aura pas de soucis financiers et j'aimerais contribuer à ma communauté. Fait que là, j'ai pris son rêve qui était brut et négatif pour le polir un peu, pour le tweaker. Fait que ça, de voir ce progrès-là dans les manières de penser, ça me stimule beaucoup. Comme au doc en psycho, parce qu'on est dans un auditoire psycho, là, c'est souvent le syndrome de l'imposteur. Ouais. Puis, tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis là-dedans, je l'ai encore. Tu sais, tous les jours, je me dis, je fais la bonne affaire. Puis, puis ce doute-là est sain, mais de le calibrer chez les doctorantes et doctorants, tu sais, de dire, by the way, en psycho, on nous apprécie pour ça. On est nuancé, on a des propos. Puis là, des fois, quand tu te rends compte que des gens dans certains domaines vont... sans nommer encore une fois. Des personnes, même dans notre domaine, des gens qui vont être très assurés, confiants, puis ils disent des choses là, comme si c'était une vérité. Puis là, tu te dis, attends, c'est quoi tes sources? Ah, mais mon expérience me dit... Moi, mais attends. Puis là, d'avoir ce mini-doute-là, il est sain. Fait que là, pour enseigner au doc en psycho, c'est de calibrer le niveau de confort avec le syndrome d'imposteur. Ne pas éliminer le doute au complet, mais d'être capable de le calibrer ou de le voir à quel moment je dois monter le curseur. C'est ça. Y a-tu des moments, des fois, je vais le baisser parce que là, il y a quelqu'un d'autre qui dit des choses pas vraies. Je vais essayer d'y couper l'herbe sous le pied. Fait que ça, c'est le fun. OK. Mais globalement, je dirais que l'idée de progrès, peu importe le stade d'études, ça me branche beaucoup. D'avoir des réactions comme tu as eu tantôt. Je le savais pas. Ça, c'est le fun. Une autre chose que je fais souvent avec mes étudiants en business, il y a le World Inequality Database, WID. Puis c'est en anglais parce que c'est à Paris. C'est ironique. Logique, mais c'est Thomas Piketty, un économiste français très connu en économie, puis tout ça. Il a fait des études fantastiques. Mais si vous allez sur le World Inequality Database, il y a un Income Comparator puis un Wealth Comparator. Donc, un comparateur de salaire et un comparateur de richesse. OK. Là, je leur dis, allez sur votre téléphone ou votre laptop puis faites-le. Là, si vous faites l'équivalent de 43 000 américains, mettons à peu près 55 000 canadiens, vous êtes dans le 2 les plus riches au monde. Wow. Fait que là, de se dire, aïe, ben voyons donc, juste 55 000. Puis là, je vais pousser le bouchon une coche plus loin. Si tu as 4 000 $ dans ton compte en banque, ou mettons que tu vendais tous tes trucs, là, tu vends ton lit, ton vélo, puis tout ça, puis tu as 4 000 $, tu es dans le 50 le plus riche au monde. Oh my God. Fait que cette réaction-là de se dire, voyons donc. Ça remet en perspective. Ah, 100%. Oui. Wow. Puis là, quand tu montes une enquête du genre que, avec les données du Gallup World Poll, le World Happiness Report, c'est de voir que s'extraire de la pauvreté, c'est extraordinaire. Tu pars de 0 à 10 000, ça fait une mosus de différence. Ça augmente. Mais assez rapidement, tu atteins un seuil de satiété. C'est comme manger. Si on va dîner ensemble tantôt, on mangera peut-être pas la même affaire. Mais si à la fin, on se dit, tu sais, j'ai plus faim, c'était bon. Ça, c'est la satiété. Bien, ça existe financièrement. Puis pour l'Amérique du Nord, ça serait quoi votre chiffre approximatif? C'est quoi le salaire que tu dis c'est assez? C'est assez ou c'est confort? C'est suffisant, c'est confortable, oui. Oh my God! C'est tellement tough. J'aurais tendance à dire peut-être 60 ou 70 000. Je pense que les gens seraient contents d'avoir un salaire comme ça, seraient très heureux de... Pour l'Amérique du Nord,
l'effet optimal de l'argent, c'est à peu près entre 60 et 120 000. OK, my God. Puis après, ce seuil-là, C'est plus... ça descend. Ah, wow. Donc là, d'amener ces idées-là, puis d'avoir cette réaction-là, de dire « Oh my God, je le savais pas Ouais. », ça me branche au coton. Ah, mais T'sais, j'imagine. Dans le my God. sens que, OK, on veut être plus riche. Oui, mais attends, on l'a déjà, toute la richesse. Oxfam, à chaque année, sort un rapport qui montre combien d'humains ont autant de richesses que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Il y a quelques années, c'était les 24 personnes les plus riches, Wow. 24 hommes, souvent blancs, Ben oui. ont autant de richesses. Cette année, ce chiffre-là était rendu à 9. Non. Ouf. Donc, les 9 personnes les plus riches sur Terre ont autant de richesses accumulées que la moitié la plus pauvre de l'humanité. De là, notre intérêt à étudier les impôts, les taxes et les impôts. Wow. Donc, ça, quand on me demande pourquoi j'aime ça enseigner, pourquoi j'aime ça faire de la recherche, c'est pour ça. C'est pour ces éléments-là que tu te dis, my God, hey, je ne Ouais. le savais pas. Puis là, le fun commence en ce sens que, je vais prendre une analogie avec la vie quotidienne. Tu sais, on le sait que fumer, c'est mal, Ouais. puis l'arrêt du tabagisme, c'est bon. Manger des fruits et légumes, entre 5 et 10 portions par jour, c'est bon. souhaité. Puis au moins 30 minutes d'exercice par jour. L'OMS nous dit qu'il faut faire 150 minutes d'exercice vigoureux par semaine. On le sait. Il ne faut pas fumer, manger des légumes, bouger. Là, si je vous demande, est-ce que vous le faites à tous les jours? La réponse est souvent non. Mais en même temps, on le sait. Ouais. C'est dans l'imaginaire Ouais. commun. Si on a quelqu'un dans notre entourage qui fume, ben, on va gentiment l'aider à arrêter Ouais. de fumer. Quand on va dans un buffet, on va essayer de, même si on n'est pas tout le temps capable, de mettre le plus de légumes oui. au départ. Puis, les changements de mentalité sont longs à faire, mais il ne faut pas lâcher le morceau. Ouais. Donc, c'est la même chose avec toutes ces connaissances-là sur l'argent, les motivations, le climat de travail, le bien-être. On le sait, mais le défi commence dans comment je peux le faire Ouais. aujourd'hui. Puis là, moi, quand vous m'avez invité au balado, je me suis dit, let's go. Parce que là, Une je parle opportunité de à le un faire. micro, Ouais. je rejoins plein de personnes, puis j'obtiens les mêmes réactions. Donc, c'est ça qui est le fun de la recherche puis de l'enseignement, c'est de dire, on sait des choses, faisons-les connaître avec le souhait et la constatation qu'à un moment donné, on voit des changements. Ouais. Tu sais, si on prend juste entre le moment que j'ai commencé mon doc puis maintenant, quand on parle de santé psychologique au travail, les premières années que j'entendais parler de ça, les réactions, c'était « Ouais, mais ça, c'est les gens faibles. Ouh. » Puis là, maintenant, si on entend ça, naturellement, quelqu'un dans le groupe va dire « Ben non, c'est pas vrai. » Mais oui, c'est Puis ça. tout de suite, c'est mis de côté. Donc, on voit l'évolution des mentalités. Wow, c'est vrai. Si vous voyagez un peu, tu sais, il y a certains pays où tu vois des gens fumer sur des terrasses. Là, ça nous choque. Ouais. Ou même des jeunes fumer. Là, tu te dis, ouais, Ouais. ça me surprend. Tu sais, on fume moins au Québec puis ailleurs. Fait que, tu sais, de voir, OK, bien, il y a peut-être des choses qu'on fait pas pire. Les pistes cyclables, tu sais, moi, j'habite à Montréal. Puis tu dis, les Moses de pistes cyclables, tout ça. Tu as des dizaines, tu sais, tu as des centaines de milliers de passages par année. Bon, OK, ça fonctionne. Fait que c'est un peu ça, là. Fait que la question, qu'est-ce qui me branche, c'est de voir la recherche permet d'apprendre des trucs fantastiques. On peut les faire connaître au plus grand nombre avec éventuellement le souhait que les mentalités changent. Mais cette grande roue-là bouge tranquillement. Puis tu as tout le temps des gens qui mettent du sable dans l'engrenage, des fauteurs de troubles, puis tout ça. Mais c'est le propre de l'humain, je sais pas. Là, mais moi, c'est ce qui m'encourage à tous les jours. Ah, super. Ouais, c'est une très belle réponse. Bon, ben on va passer à la prochaine question qui... Ça rejoint un peu pour rebondir sur ce que vous avez mentionné plus tôt par rapport aux doctorants, puis à les guider, dans le fond. Je me demande, quelles compétences ou qualités est-ce que vous souhaiteriez que ces doctorants-là en psychologie organisationnelle développent davantage pour se préparer à rentrer dans leur fonction ou sur le marché du travail? Qu'est-ce que vous encourageriez à développer, à travailler? Mes doctorants ou les doctorants ou les deux? Les futurs Ça peut psychologues être- du travail. C'est quoi les qualités essentielles, mettons, pour être un bon psychologue du travail des organisations? Crème, ça, c'est une bonne question. Moi, je me fie beaucoup au travail que d'autres ont fait, puis je les écoute, fait que j'arrête de penser à ça. Dans le sens que, tu sais, au Québec, si on prend le système professionnel, ben, c'est l'Office des professions qui supervise les ordres qui, eux, ont comme mandat de protéger le public. Une manière de protéger le public, c'est d'avoir une formation initiale de qualité. Donc, les programmes de doctorat, peu importe la discipline, si vous comparez les différentes universités au Québec, c'est sensiblement le même cursus parce que c'est le gouvernement qui décrète les paramètres.
Donc, moi, je prends ces éléments-là extrinsèques et je les accepte librement en motivation identifiée. Mais en gros, tu sais, les compétences qu'on peut développer, tout ce qui est SQPTO, Société québécoise de psychologie du travail et des organisations, CSIOP, Canadian Society for Industrial and Organizational Psychology, SIOP aux États-Unis, c'est les associations professionnelles de la discipline qui vont dire qu'est-ce qu'on fait comme job, c'est quoi les domaines d'intervention, puis c'est quoi les compétences qu'on devrait avoir. Puis quand on met ça avec les prescriptions de ce que le doc en psycho, mettons à l'UQAM ou ailleurs, donne, puis qu'on compare avec l'ordre des psychologues, avec l'ordre des psychologues, l'Office des professions, on fait déjà une bonne job. Mm-hmm. Donc là, je fais un long détour pour répondre à la question que je ne le sais pas trop en général, c'est quoi, mais quand j'enseigne un cours, j'essaie d'aller au bout des capacités des étudiants dans ce cours-là parce que je sais que cette brique-là dans leur mur, je veux qu'elle soit solide. Mm-hmm. Donc, par exemple, le cours de diagnostic ou d'intervention, bien, si je prends ces cours-là, précisément, ça va être comment créer une alliance de travail avec quelqu'un. Mm-hmm. Il y a un livre là-dessus. Quand on fait une thématique sur un diagnostic, il faut que tu collectes des données. Est-ce que tu fais des entrevues? Est-ce que tu fais des focus groups? Est-ce que tu fais des questionnaires, des mélanges des deux? Donc, j'essaie de pousser le bouchon sur ces compétences-là. Mais en gros, quelles compétences on a de besoin? Moi, je dirais aux gens, renseignez-vous sur la teneur du programme. Ouais. C'est quoi la discipline? C'est quoi les domaines d'intervention? Fait que je ne saurais pas exactement répondre parce que moi, ma job, elle ne se situe pas là et je fais confiance aux gens dont c'est le boulot. Mais en gros, qu'est-ce que... Peut-être ce qui va intéresser les gens qui nous écoutent, c'est qu'est-ce qu'on cherche chez quelqu'un qui applique au doc. Là, là moi, je n'ai diplômé quelques-uns à date, puis c'est une des parties de l'emploi que j'aime le plus. Là. Mais on va tasser quelque chose de la table. Les notes, c'est important, mais moins qu'on pense. Fait que, oui, si tu as de très basses notes, ça se peut que ça nuise à ton cheminement. Mais dès que tu atteins un certain seuil qui est raisonnable, tu es considéré. Ensuite, ça va être de voir est-ce qu'il y a une compatibilité en termes personnels, en termes professionnels, intellectuels. Puis des fois, les gens, on va le sentir, ils vont dire « Ah, moi, j'adore vos recherches, puis tout ça. Qu'est-ce que tu as lu? Ah, je ne sais pas, mais j'aime bien ça, ce que vous faites. Ouais. » On le détecte que c'est extrinsèque. Ouais. Je veux absolument une place au doc parce que sinon, je ne réussirai pas. Ouais. Non, ça ne marchera pas. Restez vous-même. Restez authentique. Considérez plusieurs possibilités. Tu sais, le doctorat en psycho, c'est extraordinaire. Est-ce qu'il y a d'autres chemins? La réponse est oui. Donc, d'avoir un minimum de capacité de travail qui peut être exemplifié par les notes ou pas, d'avoir une compatibilité intellectuelle, professionnelle, interpersonnelle, à la fois avec la discipline, le programme, le prof, son unité d'attachement. Puis posez-vous la question, est-ce que ça satisfait vos 3 besoins? Ouais. Ça a l'air nono, là. Mais non, pas du tout. Mais non, c'est pas du ça. tout, c'est un bon Puis outil. le questionnaire dont je parlais, le Values Ouais. in Action, moi, je le fais passer à tout le monde, OK. systématiquement. Puis ne serait-ce que juste pour avoir un ancrage commun ou d'en parler, ça réduit l'incertitude. Puis quand on est plus jeune, des fois, de ne pas se concentrer sur le top 5, de regarder le top 8 ou le top 10. Il peut y avoir un peu de variabilité, puis aussi, ça étoffe notre raisonnement. Mais ça serait comme des conseils généraux. Puis à la question, tu sais, qu'est-ce que ça demande pour être psy? Je le sais pas parce que j'en suis un, puis je suis juste avec du monde qui me ressemble. Fait que des fois, c'est dur de s'extraire de ça. Oui, c'est vrai. Donc, moi, je me dirais, renseignez-vous de différentes, à différentes sources. Là. Ouais. Mais je pense que c'est quelque chose de quand même vraiment pertinent parce que des fois, les gens ne savent même pas qu'il y a ces ressources-là puis ces informations-là. Les gens, des fois, ils ne savent même pas où chercher, dans le fond. Oui. Je vois souvent des étudiants qui vont demander directement à des professeurs ou des gens qui leur ont enseigné, ce qui est très bien. Mais des fois, pour des choses qui sont très générales, qu'en fait, c'est peut-être pas un professeur individuel qui va être capable de répondre. Donc, c'est bien d'avoir accès à ces ressources-là, de se renseigner, les sites de l'ordre, puis tout ça. Oui. Donc, je pense que c'est bien aussi de le mentionner que je pense que ça rejoint un peu la notion de mettre de côté son ego, l'humilité dont vous parliez, que comme les professeurs sont une source incroyable de connaissances, puis un vecteur super important justement de connaissances ou d'informations pour les étudiants. Mais ils ont aussi une limite à qu'est-ce qu'ils sont capables de donner.
Puis au doc, il y a comme 2 programmes. Il y a le DeepSea, qui est souvent pour être consultant ou psychologue, et le recherche-intervention, qui aussi vous donne accès à l'ordre. Puis il y a parfois beaucoup de confusion là-dessus. DeepSea, c'est souvent des gens qui veulent intervenir. Ils ne voudront pas faire de la recherche. En même temps, la recherche, c'est incontournable parce que c'est de même que les idées avancent. Puis il faut être un bon consommateur de recherche, même si on est intervenant. Donc, DeepSea, PhD-RI, c'est de demander aux profs quel profil les gens acceptent. Moi, parce que je suis un prof externe, je suis limité. Je vais juste prendre recherche-intervention. Parce que la recherche m'intéresse. Mais oui. Puis j'ai 2 de mes anciens doctorats qui sont rendus profs, là, un à l'Université de Montréal, l'autre à l'UQTR. Fait que moi, à l'intérieur des limites administratives, ça va être ma structure. Donc, des gens qui veulent être des psys, je veux vraiment étudier avec vous. Non. Ça fait pas partie. Ça fait pas partie, puis j'ai pas les capacités moi-même, etc. Donc, ça peut être bon de se renseigner de ce côté-là. Un autre cliché, c'est que des fois, des gens en psycho qui accèdent pas au doc, ils vont vivre ça comme un échec. C'est sûr que lorsque tu étudies dans un domaine avec l'idée que c'est comme le seul chemin, tu es un peu comme un cheval avec des œillères. Si tu les enlèves puis tu vois qu'il y a quand même beaucoup de chemins complémentaires que tu peux prendre, oui, peut-être ça va t'amener un certain deuil momentané, mais qu'au final, tu te dis, crime, je peux faire les mêmes affaires. Ben, avec certaines limites, mais tu sais, mettons, développement organisationnel, ressources humaines, c'est très proche de la psycho du travail. Puis même des fois, il y a des gens qui vont faire un doctorat en administration et faire de la recherche en psychologie du travail sans porter le titre. Donc, il y a plein de chemins possibles. Super. C'était quoi la question initiale? Je ne m'en souviens pas. Non, mais ça ressemble... Honnêtement, c'est vraiment ça. Je pense que c'est important de donner ces conseils-là pour outiller les étudiants. Puis un peu comme vous le mentionnez, des fois, on voit ça vraiment comme un échec, mais en fait, non. Ça rejoint un peu ce dont on parlait au début, que vous parliez. Vous, dans votre parcours, vous avez fait votre maîtrise en sciences de l'activité physique. On va dire comme tous les chemins mènent à Rome. On n'a pas besoin de tous passer par exactement le même cheminement. Puis ça, c'est quelque chose que, de plus en plus, quand on fait le balado, qu'on reçoit différents invités, c'est quelque chose qui revient. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment... qui est rassurant, qui est rafraîchissant. Qu'on aime transmettre comme message. Donc, ça fait du bien de le réentendre aujourd'hui, en fait. Là. Puis je pense que de se questionner sur nos 3 besoins psychologiques à nous, de se questionner là-dessus concrètement, je pense que vous avez donné des bons outils. Parce que souvent, on donne le conseil, même avec nos invités, on donne le conseil de se questionner puis de voir un peu, d'apprendre à se connaître nous-mêmes pour voir où va nous mener notre parcours puis qu'est-ce qui nous convient à nous. Mais de se poser des questions, est-ce que ça satisfait mes 3 besoins? Ça peut être vraiment une bonne case départ qui peut aller loin. Puis le questionnaire sur les forces, là, j'aime le répéter, là, il est extraordinaire. Absolument. Donc, l'adresse, c'est viacharacter.org, le character en anglais. Mais si vous cherchez questionnaire Values in Action, il est disponible en 46 langues, dont le français. Vous avez une version jeunesse qui est de 10-18 ans, une version adulte 18 ans plus. Puis ça classe vos forces. Puis des fois, des gens disent « Ouais, mais ça change dans le temps. » Mais repassez-le. Il est gratuit, le questionnaire. Moi, je l'ai passé à 16 ans d'intervalle. Puis les 8 premières forces étaient exactement les mêmes. Wow. Ils ont changé un peu d'ordre, mais le fond de qui je suis n'a pas changé. Puis ces forces-là, ce qui sont le fun, c'est qu'ils sont assez aisément transférables dans la vraie vie. Dans le sens que le libellé de la force, son paragraphe descriptif te fait voir « OK, c'est de même je suis. Plus c'est en haut dans le classement, plus c'est naturel, authentique et énergisant. Les 5 dernières, ça ne veut pas dire que c'est absent, mais ça vous demande plus d'efforts. Moi, dans mes forces très basses, il y a intelligence sociale puis capacité d'aimer. Tout ce qui est finesse et subtilité interpersonnelle, je suis zéro là. Moi, je suis subtil comme une hache mal aiguisée. Puis c'est une des raisons pourquoi je ne suis pas allé en clinique. J'ai pas de prédisposition naturelle à cet égard. Donc, de savoir à la fois qui on est parfaitement nous-mêmes, puis qui on est très difficilement. Tout ce qui est négociation politique, moi, je suis nul à mourir, mais qu'est-ce que je fais? Je vais voir mes collègues qui ont des forces là-dedans. Qu'est-ce que tu penses de ça? Puis là, wow! Donc, de connaître ses forces, c'est à peu près le vecteur le plus proximal que je dirais pour satisfaire ces 3 besoins. Moi, je vous le recommande chaudement. Super. C'est sûr qu'on va mettre ça en description puis qu'on va encourager. Puis il y a un livre gratuit disponible en français et en anglais qui explique le questionnaire. Je vous l'enverrai également. Super. Oui, c'est super intéressant d'avoir les connaissances autour du questionnaire aussi. S'il y en a qui veulent creuser un peu. Là. Tout à fait. Super. Bien, écoutez, ça va clore pour les questions. Maintenant, on passerait peut-être au segment du jeu ceci ou cela, qui est vraiment plus comme un jeu simple, un peu de manière spontanée, ce qui vous vient à l'esprit.
C'est pas des questions trop Là, vous m'offrez poussées, 2 là. choix, puis il faut choisir un ou l'autre? Exact. C'est ça. Le but, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître, hors OK. dehors du cadre académique ou professionnel, OK. des petites préférences personnelles. Je suis nerveux, là. Vous allez voir, ça demande pas beaucoup de réflexion. OK, OK. Ça devrait pas être super difficile. Mhm. La première question, c'est planification ou spontanéité? Eh boy! Là, il faut que je réponde de manière spontanée. Ouais. C'est ça le défi avec celui-là. Je dirais que je suis plus spontané que planifié, mais ça me nuit. Ouais, c'est ça que je répondrais. Bonne Ouais. réponse. Parfait. La prochaine question, écrire ou lire? Ouh, lire. Lire. OK. J'aime les livres audio, j'aime lire. C'est une de mes profondes satisfactions. Moi, je lirais tout le temps. Là. Puis depuis que j'ai Super. découvert les livres audio, je me déplace souvent pour des conférences. Ouais. Oui. J'adore ça. Là. Hier, je me suis rendu compte que dans la dernière année, je n'ai lu 27. Wow, quand Fait même, que ouais. J'adore ça, lire. Super. Super. Ensuite, sucré ou salé? Pas mal plus sucré. Ouais. Ah ouais? Ouais. OK. Ouais, j'ai la dent sucrée. Là, ouais. Super. La prochaine, ce serait ville ou campagne? Pas mal ville. Ouais, hein, OK. c'est ce que j'ai cru comprendre. Ouais. Pendant la Mais je conversation. savais pas, moi, je suis originaire de la banlieue de Québec. Je suis OK. originaire de Lévis. OK. Je suis venu à Montréal pour les études. Première journée, j'ai trouvé ça gros un peu, tout Ah ça. oui, oui. Deuxième journée, je suis tombé en amour, puis ça va faire 30 Ah. ans. Je veux dire, j'adore la ville. Ça vient avec certains irritants, Mhm. mais les avantages dépassent largement les irritants. Oui, ouais. c'est une belle ville, Montréal. Oh, OK, oui. oui. Puis La à la musique, limite, la c'est même pas une culture. ville. Tu sais, c'est plein de petits villages pour Ouais, moi. Là. c'est ça. Quand vous considérez que Tokyo, c'est 38 millions de personnes, C'est c'est fou. Montréal, c'est comme un petit boui-boui. Là. Ouais. Oui, c'est vrai. Ensuite, lire des romans ou des articles scientifiques. Je vais faire nerd, là, mais articles scientifiques. Oui, Parfait. oui. Préférez-vous le matin ou le soir pour être productif? Clairement le matin. Matin, Moi, OK. le soir, je suis plus dysfonctionnel que le contraire. Tu sais. Mes meilleurs moments, moi, c'est la matinée. Là, de 8h à midi, je suis une machine, puis après, ça va vers le bas. Commencer en force. Ensuite, vivre dans le moment présent ou anticiper l'avenir. Je suis beaucoup d'anticiper l'avenir, moi. Mhm. Une de mes forces, c'est espoir, optimisme et anticipation du futur. Moi, Mm. de me questionner qu'est-ce que je veux avoir comme impact, qu'est-ce que je veux pour mes enfants, pour mon couple, pour mes doctorants, puis tout ça. Ce qui ne m'empêche pas de vivre le moment présent, mais de m'imaginer le futur, j'aime ça. OK. Mhm. Super. Ensuite, télétravail ou présentiel? Je vais dire présentiel, mais en même temps, tu sais, le télétravail, quand tu as accès à quelqu'un à travers Zoom, moi, je considère ça comme du présentiel. Mhm. Fait en gros, c'est contact humain. OK. Ouais. 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 Mais j'aime bien le présentiel. Là. OK. J'aime être à l'université, j'aime mon bureau, j'aime ça. Ouais. OK, Super. Ensuite, pause fréquente ou longue période de focus sans interruption. Oh, je dirais plus pause fréquente. Moi, OK. Mhm. Moi, je suis comme un poisson rouge. Ben, tu sais, je veux dire, je suis capable de me concentrer, mais j'y vais plus par intensité. Là. OK. Si je prends une analogie du sport, j'aime ça les intervalles. OK, Tu sais, je vais parfait. faire un grand bout, je me repose, un grand bout, genre, ouais. OK. Mhm. Super. Puis J'ai-tu notre le droit de dernière- détailler mes Ah, réponses? mais Ah, oui, ok, ça, ok, c'est bon. oui, absolument, oui, c'est oui. parfait. En plus, c'est super. Ça amène juste plus d'informations Ok. pour Ben oui, ceux qui veulent exact. vous connaître. Là. Puis dernière question, dans le fond, ce serait travailler seul ou en équipe? Je vais être plate, mais je vais dire les deux. Tu sais, dans le Ça, sens c'est que pas acceptable. ben, je vais beaucoup aimer aller au fond des idées dans ma tête. Mhm. Tu sais, j'adore ça, aller très, très creux Mhm. pour me rendre compte des fois que j'étais totalement dans le champ en allant parler à quelqu'un. Ouais. Donc, en gros, je préfère travailler tout seul, Ouais. globalement, mais ça se fait pas, travailler Ben tout non, seul. c'est ça. C'est ça, ouais. OK, je Super. comprends. Ben super, merci beaucoup pour vos réponses. Fait que ça fait le tour de nos questions, ceci ou cela, et donc de l'épisode Mhm. en totalité. On veut vraiment vous remercier pour toutes vos réponses. Oui. Tu sais, je trouve que vous avez été très généreux avec votre partage. Vous nous avez donné des conseils super pertinents pour notre auditoire. Puis je pense que ça a vraiment donné un peu plus d'informations sur la psychologie du travail de l'organisation, parce que pour vrai, on dirait qu'il y a beaucoup de mythes, ou je sais pas, tu sais, il y a comme ce mystère autour de ce domaine-là dont on parle moins. Je trouve que c'est dommage. Ouais, Tu sais, ouais. dans notre formation au baccalauréat, c'est pas le sujet qui est le plus abordé. Donc, je suis vraiment contente d'avoir pu en apprendre plus aujourd'hui. Mhm. Oui, puis merci pour tous les outils que vous nous avez présentés, les lectures, les livres, puis toute votre expertise que vous avez partagée. On apprécie vraiment beaucoup
que vous soyez joints à nous aujourd'hui. Ben, ça m'a fait très plaisir. Un grand merci à vous. Merci. Merci.